Chers internautes, bonjour, bienvenue dans le premier journal des volontaires. Nous vous proposons une revue de presse des publications écrites et vidéo. Le Cercle des volontaires, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est le collectif qui est à l'origine de cette vidéo. C'est un collectif de citoyens bénévoles engagés dans la réinformation. Donc pourquoi? C'est quoi la réinformation, me diront certains, on me dit dans l'oreillette, oui, explique. Oui, alors la réinformation, c'est rendu nécessaire par les médias mensonges. Nos médias mainstream informent aussi bien qu'ils désinforment. Donc nous on s'est dit, on s'est retroussé les petites manches et on s'est dit on y va, on va faire le chemin inverse. Donc sans transition, nous allons aborder un sujet d'actualité internationale, puisque nous allons parler pendant plusieurs séquences du Proche-Orient et du Moyen-Orient. J'ai eu la chance d'aller en Iran. L'Iran, donc certains ont peur de ce pays. Dès qu'on parle de ce pays, on pense à l'axe du mal de George Bush, on pense à la dictature des mollahs, aux femmes voilées. Je ne vais pas nier qu'il y ait des femmes voilées, ça c'est sûr. Mais pour le reste, je vous propose de découvrir un petit peu ce pays. Donc là, c'est les rues de Téhéran. Donc j'étais invité à la deuxième conférence internationale des libres penseurs du 29 septembre au 1er octobre. Donc, en tant que fondateur du Cercle des volontaires, aux côtés d'une trentaine d'activistes, de philosophes, d'écrivains, de penseurs, engagés, vraiment des gens très humanistes. J'aimerais préciser que ça a été l'occasion pour moi de faire plusieurs entretiens. Donc je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé pour participer à ce voyage. Et sans transition, je vous propose tout de suite d'écouter premier entretien. Thierry Besson et Mohamed Reza Eslamlou, son nom n'est pas si simple à prononcer que cela, qui nous parlent de l'État islamique et du Daesh. Qui a financé ces combattants? Alors, Daesh, ça a une histoire assez longue en fait, parce qu'avant il y avait un groupe qui existait en Irak. Ce groupe est venu en Syrie, s'est transformé en Syrie et a pris le nom d'Émirat islamique en Irak et au Levant. Je dis bien au Levant parce que le Levant, c'est toute cette région. Ça comprend l'Irak, ça comprend l'actuelle Syrie, ça comprend la Jordanie, ça comprend Israël, ça comprend la Palestine, ça comprend le Liban. Donc leur vision, c'était sur tout cet ensemble, ce qu'on appelle la grande Syrie géographique. Donc ce groupe de Daesh a été constitué par les États-Unis pour deux objectifs principaux. D'abord, commencer le remodelage du Grand Moyen-Orient, qu'on l'on évoque depuis très longtemps, mais qui a toujours échoué. Et l'autre raison, c'est que en coupant l'Irak en trois, ce groupe en fait a commencé à envahir une route, on va dire septentrionale là, dans l'Irak, qui coupe la relation entre d'un côté l'Iran, de l'autre côté la Syrie et le Hezbollah. The Daesh, we know it's an abbreviation for a movement, a group that that they want to save Iraq and Damascus, Levant, Levant. But they already have changed their name to Islamic State, blah blah, this is what I want to talk about first. Why they choose their name and why the whole Western and Arabic media, I'm talking about those like Al Jazeera, Al Arabiya, those media that entirely on the same side of the CNN and BBC. Because every time they say Islamic State, terrorist, so they put together Islam and terrorist, Islamic State. So there is very close when you say Islamic Republic or Islamic State. Just mean beheaded, cutting off their head, just killing, killers, terrorists, Islamic States. You want to destroy by this logo that you have chosen. Destroy what? Destroy the face of Islam. But we know that Islam is something else. Verse in Quran says that if somebody kills another human for no reason, it means that he has destroyed and killed all humans. You see, such a big punishment, whatever, just hell, just been expecting for somebody who
does such a bad act. Mais je voudrais insister sur les armes, mais surtout aussi l'argent. Parce qu'on a vu un débat télévisé sur la télévision française entre Léa Salamé, c'était chez Ruquier, avec François Asselineau, où Léa Salamé disait que ils se sont financés grâce aux puits de pétrole. Alors ça paraît quand même un petit peu bizarre, puisque les puits de pétrole, ils les avaient pas au départ. Voilà, ils ne les avaient pas au départ. Non, en fait, d'abord, si vous voulez envahir un pays qui est à la taille de la Jordanie, vous ne pouvez pas le faire avec une petite équipe, renverser les institutions et prendre le pouvoir. Vous avez besoin d'être nombreux déjà. Donc comment un groupuscule est devenu tout d'un coup, en un clin d'œil, une grande armée comme ça? Eh bien, en intégrant des gens qui jusque-là se battaient avec d'autres drapeaux. La plupart des gens qui forment Daesh ont été formés par les États-Unis, en Jordanie et en Turquie. Et aussi, c'est les États-Unis qui étaient responsables, mais il y avait des formateurs français, du gouvernement français qui étaient là, notamment des gens de la Légion étrangère qui ont été formés, ces gens de Daesh. Alors, ensuite, au dernier moment, on leur a livré des armes lourdes, parce qu'ils ont envahi le pays avec des armes lourdes. Ils en ont pris sur place, mais pour les prendre, il fallait déjà en avoir. Donc ces armes lourdes ont été achetées par les Saoudiens en Ukraine, puisque maintenant, là-bas, c'est la foire générale. Bon. Donc ils ont racheté des armes là-bas. Ça a été transporté par avion en Turquie, et par bateau en Turquie. Et là, en Turquie, le MIT, le service secret turc, donc, qui dépendent de l'OTAN, ont affrété un train spécial qui a amené ces armes à Daesh. Ensuite, Daesh, pour sa mission, a reçu 2 cellules supplémentaires que jusqu'à présent aucun groupe terroriste n'avait eu. On leur a donné des spécialistes de la communication, donc des gens qui ont été formés à Fort Bragg aux États-Unis, qui ont vraiment un très bon niveau, et des administrateurs civils, c'est-à-dire des gens qui sont capables, qui ont la capacité d'un préfet. Quand ils ont envahi le pays, tout de suite, ils ont créé 9 préfectures en Syrie et 7 préfectures en Irak. The first time they carried, the foreign minister of the U.S. said 1 year it takes. Now they say 2, 3 years, it may take long so we can destroy. Well, listen, you conquer the country, destroy the Iraq army, the strongest army of the Middle East, with all these weapons toward the sky, with all these missiles and anti-aircraft, in a couple of days. The Daesh has no, anti-aircraft, it has no blah blah, and it takes 3 years. So it means that they have a plan to keep it long. What is happening in Syria and Iran and Iraq, sorry. Some Basijis, some national movements, national guards, called Basiji National Guard. The people have come to the stage. They have come to the scene. So automatically they will create, just a group like Hezbollah. The same thing happened in Syria. The Syrian Hezbollah are getting day by day stronger. Syrian people, not the army, are the one who they realize that they should come to the scene and they pick up a gun and defend themselves. And this thing has already happened in Iraq. The people are now organized in different groups, and I hear that we have Iraq's Hezbollah, Iraqi blah blah movement, and they are day by day they're getting stronger, and they are the one who will be able, of course, with the help of the army, and with the also the Iranian help. Voilà, et tout de suite, quelques extraits d'un entretien avec Imran Hossein, qui est philosophe, spécialiste en géopolitique et en eschatologie islamique. Donc il nous parle d'État islamique, bien sûr, de la famille Saoud et du nouvel ordre mondial. When you are internally blind, then the drum beater can beat any tune and you'll dance to it. The drum beater had a master plan.
And that master plan is now unfolding. There is a Santa Claus who provides all the weapons, and a Santa Claus who provides all the funding, a Santa Claus who provides all the training and allows beheading of people to be filmed with tremendous expertise and then put on the internet in great expertise. Who is this Santa Claus? International toujours, Proche-Orient également, mais cette fois-ci nous allons parler de l'Irak. Donc, puisqu'un colloque sur l'Irak s'est tenu à l'Assemblée nationale à l'initiative de l'Académie géopolitique de Paris. Donc tout de suite, un extrait de l'intervention de Bassam Tahan qui nous parle d'Al-Baghdadi, le calife de cet État islamique. Je commencerai par dire que mes sources se fondent essentiellement sur 6 discours de ce calife. Il faudrait aussi s'intéresser à un point très important, c'est le bonhomme. Qui est ce Baghdadi? Vous voyez, au niveau psychologique, c'est quoi? Alors on se rend compte que c'est un illuminé, c'est-à-dire il se croit investi d'une mission confiée par Dieu pour réformer le monde et conquérir le monde à l'islam. À cela, il faut ajouter un troisième point qui est important, c'est la force du dogme qu'il prêche. C'est que pendant tout ce temps-là, tous les mouvements islamistes ont omis de leur plan un caractère essentiel à l'islam, qu'on retrouve dans l'islam classique et dans la da'wah, c'est-à-dire le message du prophète initial. C'est l'universalisme. Alors cet universalisme, on le voit, puisque le groupe Abu Sayyaf, vous voyez, il a proclamé un califat. Aujourd'hui, hier, qu'est-ce qui se passe? Les talibans du Pakistan, certains prêtent allégeance au nouveau calife, d'autres ne prêtent pas, mais sont prêts à fournir le calife en hommes et à les envoyer en Irak et en Syrie contre la coalition. Vous prenez le groupe Abu Sayyaf en Asie, il a prêté allégeance. Vous prenez le groupe algérien, il en est de même. Donc, il a créé un label, cet appel à l'universalisme islamique, crée un label de califat. N'importe quel musulman du monde peut devenir citoyen, oui, de quoi? De ce nouveau califat. Qu'il y ait un lien direct ou pas, c'est là où on se rend compte du danger. Quand on lit le premier discours, il y a toutes les idées de la feuille de route. Le premier ennemi désigné, sans dire Iran, c'est les Iraniens, les chiites d'Iran. Comment? Alors, il les appelle de Mazdéens, El-Majous. Il les appelle Al-Rawafid. Ceux qui ont dit non, n'est-ce pas? C'est un terme péjoratif pour désigner certains chiites, en islam classique, qui ne reconnaissent pas l'autorité des 4 premiers califes. Il les appelle les Safawides. Vous voyez, mais jamais le terme, c'est-à-dire tous les ennemis historiques, ces références, qui peuvent montrer que les chiites sont des mécréants. D'ailleurs, il le dit, que ce soit les Alaouites de Syrie, que ce soit tous ces gens-là, ce sont des mécréants, il faut les massacrer. Vous voyez, il faut lire ça en islamologue, les discours, et voir comment il évolue dans sa pensée anti-chiite. Voilà, et maintenant des images de l'agence Info Libre qui nous montrent à quel point les débats ont été vifs et ouverts. Et donc tout de suite, un extrait. Sur le plan militaire, enfin, toutes les informations prouvent que le gouvernement, parfois pas directement, mais les services turcs ont aidé les djihadistes. Les postes frontières ont été ouverts ou fermés en fonction des intérêts stratégiques de la Russie vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis des Kurdes. Tous les spécialistes militaires le savent. Il y a
il y a une aide militaire et même financière des djihadistes. Il se trouve que M. Erdogan et toute l'équipe qui est au pouvoir, ce sont des gens qui sont issus des frères musulmans. C'est la même mouvance idéologique. Monsieur le conseiller, quelle serait l'attitude de la majorité que vous avez matée à Place Taksim à ce projet, n'est-ce pas, vous qui prêchez la tolérance, et c'est pas islamiste, pourquoi voulez-vous donner le nom de Selim Ier à un pont que vous allez jeter, un nouveau pont? Tout le monde sait historiquement que Selim Ier, en rentrant du Caire, a massacré des centaines de milliers de chiites, d'Alévis. Est-ce que les Alévis aujourd'hui en Turquie sont des citoyens comme les autres? Non. Qui sont les gens qui ont été tués dans les manifestations? Ce sont des Alévis. Cher ami, je veux pas, je vous renvoie à ces rapports, mais c'est flagrant. Les camionneurs turcs, je connais moi, j'ai vécu sur la frontière de Turquie. Je connais tous ces villages, je les ai faits à pied, je viens peut-être de là-bas. Je peux vous dire que ces camionneurs turcs, on leur a dit, vous portez les armes dans cette zone, entre la Syrie et la Turquie, vous allez les livrer aux djihadistes, mais motus et bouche cousue. Et on a eu des témoignages de ces camionneurs. Et c'est la presse que vous avez muselée qui en a parlé. C'est pas la presse syrienne. Alors, je vous comprends, vous devez, là, en bon diplomate, défendre votre pays. La diplomatie française s'est rangée derrière les pays en question, dont on sait quelle politique ils ont eu vis-à-vis de la question syrienne ces 3 dernières années. Donc c'est la difficulté, effectivement, nous n'avons pas eu de politique française autonome vis-à-vis de la Syrie, et donc nous sommes responsables des événements qui se sont déroulés dans la mesure où, indirectement, nous avons absolument soutenu l'État islamique en nous rangeant derrière des pays qui finançaient l'État islamique. On se demande si le but réel des États-Unis n'est pas de contourner l'interdiction de frapper la Syrie qui lui avait été opposée par la communauté internationale en septembre 2013, par cette lutte contre l'État islamique, de renverser le régime par des frappes sur la Syrie, et des frappes sur des raffineries et des richesses de la Syrie. J'ai cité également une déclaration de M. Erdogan qui disait que nous participerons. Il a mis du temps à annoncer la participation de la Turquie à la lutte contre l'État islamique, mais il a annoncé que la Turquie participerait à la lutte contre l'État islamique, mais que la priorité de la Turquie était le renversement de Bachar el-Assad à Damas. Sans transition, toujours internationale, mais cette fois-ci nous allons parler de l'ONU, puisque à la 169e, la 69e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies a accueilli le discours de Cristina Kirchner, la présidente de l'Argentine, qui a fustigé les Occidentaux et Israël pour leur rôle dans le chaos au Proche et Moyen-Orient. Fue el único presidente, y luego también yo, que se atrevió a proponer, a pedir a la República Islámica del Irán que colaborara, que prestara cooperación con la investigación. ¿Qué pasó cuando firmamos este memorándum? Pues pareció que se desataron los demonios, internos y externos. Las instituciones de origen judío que nos acompañaron todos los años se volvieron de repente en contra. Todos los años nos acusan de complicidad con el Estado de Irán, diciendo que nosotros éramos socios de la República Islámica, porque en ese momento no se le decía República Islámica como dicen ahora, se le decía a algunos el Estado terrorista de Irán. Hoy, esta semana, nos venimos a enterar
que en un emblemático hotel de esta ciudad, el Waldorf Astoria, se reúnen el canciller de este país, el jefe del Departamento de Estado, con su par iraní. No tenemos críticas para ellos, al contrario, todo lo que sea diálogo, todo lo que sea entendimiento, nos parece muy bien. Lo que sí nos gustaría preguntarles a los que acusaban a Irán y los calificaban de terroristas el año pasado, no estoy hablando de hace un siglo, el año pasado, ¿qué dirán hoy? ¿Qué dirán hoy los que el año pasado también, cuando hablaban de los que hoy conforman el ISIS, muchos de los que eran denominados como Freedom Fighter, que peleaban en Siria contra el gobierno de Al-Assad, hoy forman parte del ISIS? Y yo creo que acá está el otro problema que tenemos frente a la inseguridad y frente al terrorismo, que desde las grandes potencias se cambia con demasiada facilidad el concepto de amigo, enemigo, de terrorista, no terrorista. Y el problema es que tenemos que definir de una buena vez por todas que no podemos seguir utilizando a la política internacional o a la posición geopolítica para poder dirimir posiciones de poder. ONU bis avec l'Angleterre cette fois-ci et David Cameron qui fustige les extrémistes non violents. Écoutons-le. To defeat ISIL and organizations like it, we must defeat this ideology in all its forms. As evidence emerges about the backgrounds of those convicted of terrorist offences, it is clear that many of them were initially influenced by preachers who claim not to encourage violence, but whose worldview can be used as a justification for it. We know this worldview, the peddling of lies, that 9/11 was somehow a Jewish plot, or that the 7/7 London attacks were staged. The idea that Muslims are persecuted all over the world as a deliberate act of Western policy. The concept of an inevitable clash of civilizations. We must be clear. To defeat the ideology of extremism, we need to deal with all forms of extremism, not just violent extremism. Oui, eh bien, laisse-moi te dire, David Cameron, j'ai écrit une tribune, vous pouvez cliquer pour la lire, à ce sujet. Laisse-moi te dire, David Cameron, si l'accusation, c'est d'être un extrémiste non violent, eh bien, je suis un extrémiste non violent, un extrémiste de la vérité, de la paix, de la justice et de l'amour. International toujours, avec le sionisme. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà le sionisme juif, mais vous êtes beaucoup moins nombreux à connaître le sionisme chrétien. C'est pourquoi je vous propose d'écouter un extrait de cet entretien que nous avons réalisé avec le révérend Stephen Sizer. To expand the British Empire, because Palestine is a bridge to India and to Africa. Before air transportation, the only way to get to India was around Africa or overland through the Middle East. And therefore Palestine has been strategic in all of the global empires, Russia, the Turks, the British, the French. And in 1799, Napoleon was the first world ruler to promise the Jews a homeland if they supported him against the British. In the First World War, Britain and Germany were at war and loggerheads, and the Zionist movement in Britain promised the British administration they would encourage the Americans to come on board on the British side against the Germans if Britain helped facilitate the Zionist state. The Zionist movement wrote the Balfour Declaration, they delivered on America, and so for the next 40 or 50 years, Britain was trying to work its way out of the Balfour Declaration because we promised to protect the rights of the Jews and declare a homeland for them. We promised the Arabs to protect them, but as you know, the secret agreement Britain and France had entered into in 1915, the Sykes-Picot Agreement, we promised to split the Middle East between the French and the British Empire. The French would have Syria and Lebanon, and Britain would keep Palestine. So we promised Palestine three ways, to the Jews, to the Arabs, and to the French.
International toujours, et le sionisme, encore, oui, mais cette fois-ci c'est la propagande relayée par les officines sionistes à propos de Mahmoud Ahmadinejad. Donc le président iranien que d'aucuns ont qualifié de Hitler en puissance, on a entendu après son propos qu'il niait la Shoah, qu'il voulait rayer Israël de la carte. Que n'a-t-on entendu à propos de Mahmoud Ahmadinejad? Donc je vous propose de cliquer ici et de découvrir tout de suite un article que j'ai écrit grâce à Yaakov Rapkin, donc à propos des mensonges relayés par différentes officines que sont l'EPAC, le JPAC, le B'nai B'rith Canada et l'Israël Project, il ne faut pas l'oublier. Voilà, ils ont envoyé des dizaines de milliers de kits presse à des journalistes du monde entier pour faire croire que Mahmoud Ahmadinejad avait déclaré qu'il voulait rayer Israël de la carte. C'est pas très sympa. Voilà. Donc, sujet suivant. International toujours, et géopolitique, avec ce cycle de conférences organisé à Nantes par l'IRIS. Plutôt que d'en parler pendant des heures, je vous propose de découvrir. Il y avait quand même Pascal Boniface, je cite, Edoui Plenel, vous connaissez, Mediapart, et Hubert Védrine, donc notre ancien ministre des Affaires étrangères. Lorsque vous êtes en situation de stigmatisation, et alors faisons bien attention à ce que nous disons, parce que la stigmatisation c'est quelque chose aujourd'hui. Dans une situation de stigmatisation et de dénonciation, que faites-vous quand vous vous sentez insulté, humilié, injurié, remis en cause, questionné, marginalisé, peu considéré? Vous avez une crispation identitaire. Quand vous vous sentez agressé sur le plan symbolique, vous vous réfugiez dans votre identité. Et la religion est le meilleur emblème de protection pour vous affirmer face à la stigmatisation dont vous êtes victime. Ne nous étonnons pas donc que certaines formes de stigmatisation, je pense bien sûr à l'islamophobie, créent des réflexes identitaires, de crispation identitaire qui conduisent à une escalade extraordinairement dangereuse. Il ne se passe pas de jour sans que vous entendiez dans les médias, ou que vous disiez la communauté internationale a fait ceci ou cela, ou que fait la communauté internationale. Elle ne risque pas de faire grand-chose parce qu'elle n'existe pas en fait. Il n'y a pas de communauté internationale. Moi je pense que l'Occident, au sens large, est marqué par ce qu'a dit saint Paul, le concepteur théorique, disons, du christianisme, quand il a dit « allez évangéliser toutes les nations ». Pour moi, c'est la marque de l'Occident. Il n'y a absolument rien, par exemple, dans l'histoire chinoise, dans la philosophie chinoise, qui amène les Chinois à mettre en avant l'idée de valeurs chinoises universelles. Mais je pense, personnellement, que cette affaire du partenariat oriental, que imaginez un seul instant qu'une politique imaginée, portée par la Pologne, la Lituanie, la Suède, en direction de l'Ukraine, imaginez qu'un tel projet ne serait pas perçu comme profondément hostile par la Russie, ça relève de ce que j'appelle la géopolitique hors sol. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a envahi un pays souverain, fût-il dirigé par un dictateur, et le bilan a été publié l'année dernière par une université américaine. Bilan, en une petite décennie de cette guerre, 500 000 victimes en Irak. 500 000. À l'échelle de ce pays d'à peu près 34 millions d'habitants, c'est comme 1 million dans notre propre pays. Alors il est légitime d'être offusqué, d'être scandalisé, d'être horrifié par ces égorgements, ces otages, ces mises en scène criminelles. Mais cela n'empêche pas de penser à tous ces autres morts et à toute la causalité qui a entraîné cela. Et de comprendre en clair que faire la guerre contre ce qu'on appelle des barbares sera inutile, sera une guerre sans fin, sera une guerre sans perspective, sera même, comme le dit Pierre-Jean Luisard, tombé dans le piège qu'ils nous tendent si nous n'avons pas un projet politique. Et si nous n'avons pas un projet politique armé par la justice pour tous dans cette région du monde. Europe maintenant, avec Tafta. Le journal Fakir a souhaité faire une petite vidéo humoristique et muette, mais en même temps Tafta des fois ça nous laisse un petit peu aphone. Et donc c'est Karel de Gucht qui en prend pour son grade, vous ne le connaissez probablement pas, c'est normal, c'est l'Europe, hein, ce sont nos élus mais on ne les connaît pas. Et donc voilà, plutôt que d'en parler pendant des heures, encore une fois, transition, chut. Traité transatlantique. Aujourd'hui, vendre un produit aux États-Unis, cela veut dire acquitter des droits de douane. Mais l'essentiel des barrières douanières, ce sont les normes, les règles. Les produits étant
les mêmes, les entreprises vont être obligées de plus en plus de faire payer la même chose, et ça au bénéfice des consommateurs. Du pouvoir d'achat en plus que certains experts estiment à plus de 500 € par personne et par an. It would mean more than 500 euros supplementary income on a yearly basis. Well, we are not simply inventing that, you know. So we have asked an independent study. That's the result they are arriving at. The study also says that it would mean 545 euros for a household. Now, I don't think you can figure this out up to 5 or 10 euros close, you know, but it's obvious that it would have a beneficial effect also on the income of citizens and also on economic growth. The study say? The study says it'll be, after the TTIP is done, it will be 0.5% growth in GDP, in European GDP, in 10 years, which means it's 0.05 points every year. That's not a big effect, as you called it. Let me just interrupt. Is that the study that we have ordered? Yes, can I see it? Yes. First of all, you should not reason in percentages, you know. You are doing it, I'm sorry. I'm saying that we will make away with the large majority of non-tariff barriers in a vast amount of sectors. That's what I'm saying. Espagne maintenant avec Podemos. Podemos, qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas un pot pour mettre des os. Non, Podemos, c'est un nouveau parti politique qui bouleverse la donne politique dans ce pays, puisqu'il est proche des aspirations des peuples et proche des réflexions citoyennes. Hein. C'est quelque chose que les autres partis politiques classiques font moins, ou pas assez. Et c'est rien de le dire. Donc ils se sont inspirés bien sûr du mouvement des Indignados, et plutôt que d'en parler pendant des heures, selon la formule qui sera bientôt consacrée, je vous propose d'écouter Pablo Bustinduy et Jorge Lago. Désolé pour mon accent. Alors l'hypothèse Podemos, elle a fait, c'est-à-dire on va lancer un processus, une hypothèse audace, de construction d'un processus populaire qui dépend pour sa réussite de son propre débordement. Ce qu'on va faire, c'est lancer un appel et ensuite confier que cet appel va caler, que cet appel va marcher, et qu'il va donner lieu à un processus de politisation par les gens, des gens, à travers les gens, qui vont transformer ce qui est aujourd'hui déjà un sens commun en Espagne, le fait qu'il y a des droits qui ne devraient pas être touchés. Le fait que tout être humain, tout citoyen a le droit à une vie dans des conditions de dignité. Le fait que le modèle économique qui nous a ramenés là où nous sommes est fini, est épuisé, et qu'il doit être démocratisé radicalement.
ces consensus basiques. Aussi, disons que la corruption qui en Espagne est endémique n'est pas un accident du système, c'est la logique même du système politique. Disons que la clé pour transformer l'état des choses en Espagne, c'est de s'engager dans un processus de démocratisation radicale, donner la parole au peuple. Et aussi, avoir une certaine conception du peuple qui est différente. Le peuple n'est pas quelque chose qui est déjà là. Le peuple n'est pas une donnée sociologique ou statistique. Le peuple n'est pas une répartition figée, fixe, immuable de positions. Il n'est pas déjà là, attendant qu'un parti, un avant-garde, un discours, aille leur expliquer qui ils sont et ce dont ils doivent besoin. C'est un processus de construction. La seule manière de créer une majorité sociale, une unité populaire, c'est rompre radicalement avec la séparation entre les militants et les citoyens. Voilà, donc vous avez compris que maintenant on est à l'échelle nationale et maintenant on revient en France avec l'histoire du pleuganal. Vous en avez peut-être entendu parler. Ce pleuganal, c'est un godemiché géant vert qui a été exposé à Place Vendôme à Paris. Donc c'est censé être une œuvre d'un artiste qui s'appelle Paul McCarthy, qui a l'air assez obnubilé par la question. Hein, je vous engage vraiment à vous renseigner. Et cela m'a donné envie d'écrire une tribune. Je vous propose de cliquer ici. Voilà, donc plutôt que de parler et de paraphraser ma tribune, je vous propose de la découvrir et de passer au sujet suivant. Si, je vais présenter une petite blague quand même. D'après moi, cette œuvre d'art ne restera pas dans les annales. Bon, je l'ai faite. Bien, toujours en France, et maintenant agriculture, puisque François Asselineau, que vous connaissez peut-être ou pas, il est le fondateur du parti politique UPR. Il milite pour que la France sorte de l'OTAN, de l'Union européenne et de l'euro, bien sûr. Tout simplement pour des raisons de souveraineté et de prospérité. Donc il est opposé dans ce débat sur l'agriculture à Brice Hortefeux, qui était un ancien ministre du gouvernement Sarkozy. Sans transition, les images. Sur l'embargo, notamment avec Angélique Delahaye, qui est elle-même très au cœur de ce sujet, puisque c'est un embargo, je parle des denrées agricoles et des mesures de rétorsion, c'est un sujet majeur. C'est une décision politique qui a été prise, ça c'est un autre sujet, mais cette décision politique ayant été prise, cela pénalise un certain nombre de professions, notamment dans le milieu agricole, notamment dans le milieu des éleveurs et des producteurs de fruits et légumes. Et s'il y a une décision politique qui est prise, celle-ci doit donc être compensée s'il y a des problèmes que cela suscite. Donc, à partir du moment où la décision politique est prise, il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et compensent aux agriculteurs ce qui se dessine. Je rappelle qu'il y a une initiative qui a été prise par le gouvernement, c'était 23 centimes par exploitation, c'est certainement pas ça la solution. Beaucoup d'agriculteurs sont convaincus que si nous sortions de l'Union européenne, nous n'aurions plus de subventions. C'est un mensonge. Les subventions, vous savez comment ça fonctionne, l'Europe ne produit rien. Elle ne fait que redonner aux pays les taxes que lui sont versées par les pays de l'Union européenne. Actuellement, la France donne chaque année 21 milliards d'euros à la Commission européenne, qui nous en restitue 14 milliards avec le drapeau bleu aux étoiles d'or. Ce qui signifie que lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, qui de toute façon, que cela plaise ou pas à M. Hortefeux, va exploser. Quand nous serons sortis de l'Union européenne, non seulement nous pourrons toujours donner les mêmes subventions aux agriculteurs, mais cette fois-ci avec le drapeau bleu-blanc-rouge, mais nous aurons de surcroît 7 milliards d'euros à consacrer, soit au désendettement, soit à une politique sociale, par exemple le logement, ou même, pourquoi pas, au niveau de vie des agriculteurs. Alors, ce que je voudrais dire par ailleurs sur l'embargo, c'est que cet embargo est contraire fondamentalement aux intérêts géopolitiques de la France. Comme le disait Charles de Gaulle, à chaque fois que la France a été en bons termes avec la Russie, ça a été des grands moments de notre histoire. À chaque fois que nous avons été en mauvais termes avec la Russie, ça a été des mauvais moments. On voit bien que le gouvernement français, actuel comme le précédent, puisqu'en fait, les dirigeants français ne sont désormais plus que les gouverneurs de la province France qui obéissent au claquement de doigts à la Commission européenne et à l'OTAN décidée par Washington. On voit bien que désormais, nous n'avons plus notre politique internationale. On est en train de se heurter à la Russie. Et j'insiste sur le fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète, que les États-Unis nous poussent à la faute parce qu'eux ne sont pas pénalisés sur les produits agricoles. D'ailleurs, les États-Unis, pendant ce temps-là, Exxon travaille avec Rosneft, vous savez, en Russie. Ils nous ont même fait le même coup déjà avec l'Iran. Nous n'avons plus de politique qui défend l'intérêt des Français en général, des agriculteurs en particulier. Vous parlez souvent de l'arme du référendum, concrètement pour écouter les agriculteurs ou le peuple français.
Pourquoi? Ça vous semble une arme efficace? De façon générale, il faut rendre la parole au peuple français. Je regrette que mon interlocuteur ait encore ressorti les mêmes bobards sur la France isolée, la France ceci, la France cela. Plus on construit l'Europe et plus la France est en train de disparaître. Moi, je vous parle pas de bobards. Bon, donc, puisque vous faites référence à l'histoire, appliquez la langue française et choisissez des mots qui soient des mots plus républicains. Plus républicains, s'il vous plaît, monsieur. Plus on construit... écoutez, à propos de République, vous savez que la République française, la Constitution a prévu dans l'article 4 que les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Donc tous les partis européistes violent l'article 4 de la Constitution de la Ve République, excusez-moi. Bon, ça, je ne m'y attendais pas. Il faut reconnaître que c'est assez inattendu. C'est un argument que je vous suggère de cultiver. Quant aux députés européens, puisqu'on parle des députés européens, vous savez combien ils gagnent? Ils gagnent à peu près, s'ils vont bien aux séances, à peu près 15 000 € par mois et à peu près net d'impôts. Donc ça, effectivement, on comprend qu'il y a des gens qui veulent avoir la place. Nous, ce que nous disons, c'est que plus on construit l'Europe et plus la France disparaît de la surface du monde. C'est ça la réalité. Et que l'on ne vienne pas nous dire qu'on est fort, etc. Parce que lorsqu'il s'agit d'aller à la grande exportation, chacun y va avec ses propres armes. Par exemple, Renault s'est allié avec le japonais Nissan pour mieux combattre. Daimler-Benz qui a ses propres interlocuteurs au Japon et ainsi de suite dans tous les pays du monde. Et c'est d'ailleurs très bien qu'il en soit ainsi. Parce que la construction européenne, contrairement à ce qui a été dit, ne nous emmène pas vers la paix. Elle nous emmène en ce moment vers la guerre, avec rien moins que la deuxième puissance nucléaire mondiale, qui est la Russie, sans parler du choc de civilisation avec le monde arabo-musulman que favorise la construction européenne. National et France, et politique toujours, donc, puisque nous allons écouter maintenant Étienne Chouard qui va vous parler du FN et d'Alain Soral. Il se trouve face à un antifa, ou en tout cas une personne de gauche ou d'extrême gauche, qui est assez épidermique sur le sujet. Et nous allons voir un Étienne Chouard qui réussit à garder son calme. Ni le Front National, ni le Parti de gauche n'ont la moindre chance d'être majoritaire. On va jamais monter, le système de domination ne va jamais monter les curseurs médiatiques pour qu'ils soient majoritaires. Donc ils sont des défouloirs qui nous donnent l'impression qu'il y a une pluralité et que donc on va y arriver, si on se mobilise, on va arriver à gagner par l'élection. Ça, c'est une escroquerie, ça ne marchera jamais. Et ce que je dis, c'est que les deux partis qui sont au pouvoir tout le temps, le soi-disant UMP qui est pas populaire et le soi-disant PS qui est pas socialiste, sont l'extrême droite au pouvoir. Je vous dis que le danger, c'est pas Le Pen, c'est Sarkozy et Hollande, et qui sont au pouvoir et qui sont en train de détruire notre République, le peu de République qu'on avait, et qui sont en train de détricoter ce qu'on avait gagné avec le Conseil national de la résistance. Le vrai danger, c'est ni Le Pen, ni Soral, ni Mélenchon, c'est les partis au pouvoir qui sont fascistes. Le fascisme, il est au pouvoir. Faut arrêter de nous faire chier avec Le Pen ou Soral qui sont pas dangereux. Enfin, ils n'ont aucune chance d'accéder au pouvoir. Faut arrêter d'être cons. Enfin, c'est incroyable ça. Enfin, le politique, c'est l'aptitude, c'est l'organisation sociale d'une discussion avec des gens qu'on n'aime pas. Moi, je conchis les partis, pas les partisans, parce que dans les partis, il y a des tas de gens bien qui font de la politique et qui cherchent le bien commun. Mais l'organisation en parti, pour moi, est une catastrophe. Et qui vient de l'élection. C'est pas notre faute. L'élection nous pousse à créer des partis. Mais je vais voir ce qu'elle fait. Je vais voir ce que fait le Front National. Ce serait pas trop tard à ce moment-là? Mais on y est déjà, enfin arrêtez, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes aveugle ou quoi? On est déjà dans le du bout de l'horreur. Regardez ce qui se passe en Grèce. Et c'est des socialistes. Enfin, arrêtez de nous fabriquer des diables et nous diviser dans la résistance. Je pense que les deux partis challenger, 2 ou 3 partis challenger, sont des leurs pour qu'on se dispute sur eux et qu'on n'arrive pas à diminuer l'influence des deux grands partis qui sont, eux, des partis d'extrême droite parce qu'ils sont anticommunistes, antisyndicaux, antisociaux, quoi. Hein. Regardez leur politique, la politique de l'Union européenne, elle est profondément, radicalement antisociale. Si nous écrivions nous-mêmes notre constitution, nous écririons des institutions communistes et elles seraient possibles seulement parce que nous les voulons, parce que unanimement, nous décidons de faire ça. Les sociétés communistes qui marchent, et il y en a plein qui marchent, c'est parce qu'elles sont voulues par tous. Ce qui marche pas, c'est l'horreur soviétique dans laquelle tu as une petite bande qui décide d'imposer le communisme à des gens qui en veulent pas. Bah oui, ça finit en bain de sang. Mais je suis pas pour ça du tout. Je suis pour que nous fassions nous-mêmes la société que nous voulons. Et si notre société ne veut pas le communisme, ben on n'aura pas le communisme, on aura ce que nous voulons, ce que nous aurons décidé. Donc je suis ni communiste, ni... Enfin, je voudrais que nous nous comportions en adultes et que nous soyons capables de vivre ensemble avec des gens qui, au premier abord, sont pas d'accord du tout avec nous, mais on met en place des groupes de travail qui nous permettent de coexister sans nous taper sur la gueule.
Et donc je n'imagine pas de traiter quelqu'un de raciste comme si c'était sa nature. Je me sentirais raciste à faire ça, ou fasciste en disant comme et alors quoi, toute sa vie il va être fasciste. Et donc toute sa vie on va quoi, on va le mettre au banc, on va faire une prison pour les fascistes. Comment vous raisonnez? Je n'ai pas d'alternative à discuter avec les humains. Les humains, vous m'entendez? Oubliez vos étiquettes. National, France, avec la 6ème République maintenant. Jean-Luc Mélenchon, ceux qui nous suivent savent que nous n'avons pas toujours été tendres avec Jean-Luc Mélenchon, mais force est de reconnaître, avec son mouvement M6R, il fait fort. Il promotionne une constituante, et dans le journal du dimanche, nous avons même pu entendre qu'il promotionnait, en tout cas qu'il n'était pas fermé à l'idée du tirage au sort, une idée chère à Étienne Chouard, justement, dont nous venons de parler. Et bien justement, écoutons, mais non, n'écoutons pas, excusez-moi, cliquez sur cet article, cliquez, bande de citoyens. Et vous pourrez découvrir donc une tribune écrite par un article écrit par Morpheus, le volontaire. Et je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a sorti un article qui s'appelle un livre, L'ère du peuple, chez Fayard. National, avec citoyenneté et démocratie, toujours au sujet de la constituante, nous vous proposons d'écouter un extrait de notre entretien avec Jacques Généreux au sujet de divers sujets, mais notamment de la constituante et du tirage au sort. Le problème, c'est pas que la politique a cessé de gouverner l'économique et qu'elle a été dominée par l'économie, c'est pas ça. Le problème, c'est que la politique, au lieu d'être gouvernée par l'intérêt général, a été privatisée, a été gouvernée par des intérêts privés. Donc le problème, c'est pas de remettre l'économie sous le contrôle du politique, elle l'a toujours été, elle n'a jamais cessé de l'être et elle ne cessera jamais de l'être. Le problème, c'est de remettre la politique sous le contrôle des citoyens. C'est-à-dire de réinstaurer de la démocratie effective et réelle pour que les politiques publiques qui soient menées soient des politiques qui soient réellement dans l'intérêt commun, dans l'intérêt général. C'est ça le véritable enjeu. Mais il y a du boulot alors au niveau de la réforme démocratique puisque moi j'ai en mémoire la scène de Jean Gabin dans le film Le Président où il fustige l'Assemblée nationale et il fait la liste de tous les députés qui sont contre tous des collusions qui pêchent tous par collusion d'intérêts. Oui, c'est bien pour ça que notamment dans mon parti, et pas seulement, avec Jean-Luc Mélenchon, nous sommes engagés dans un mouvement pour la 6ème République, et un mouvement constituant, c'est-à-dire pour redonner au peuple la parole sur les règles du jeu politique. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous sommes une communauté politique de citoyens? Comment ça doit se passer? Comment on doit répartir les pouvoirs? Avoir la possibilité, par exemple, que des gens que nous élisons éventuellement pour nous représenter soient révocables, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un bulletin blanc en quelque sorte, un mandat en blanc, en disant faites ce que vous voulez, c'est pas grave, vous pouvez trahir le lendemain des élections vos engagements de la veille, c'est pas grave, on vous suivra comme des veaux. Donc, alors, par exemple, une dose de tirage au sort aussi. Faire qu'il y ait une partie des décisions ou en tout cas des délibérations sur les questions du bien commun qui soient faites par des assemblées de citoyens ou des conventions de citoyens effectivement tirées au sort, parce qu'on sait que ça marche, ça a été expérimenté, et qui peuvent de manière éclairée par des débats, par des experts, etc., ensuite délibérer pour donner des conseils ou émettre des avis qui sont impératifs, c'est-à-dire qu'ensuite les assemblées délibératives qui ont le pouvoir doivent se prononcer sur ces questions. On sait que ça marche et que les citoyens placés dans ces situations peuvent réellement délibérer au nom de l'intérêt commun et non pas de leur intérêt personnel. À faire aussi que dans certains cas, tout simplement, le peuple souverain est le dernier mot. C'est-à-dire que sur certains points, eh bien, à l'initiative d'un nombre suffisant de personnes et de citoyens, certaines questions puissent être directement soumises au référendum de manière directe pour que ce soit tranché par le peuple. Bref, il n'y a pas, par définition, si dans un processus de réflexion constituante, il n'y a pas de bonnes institutions arrêtées à l'avance. Mais ce qui est une évidence, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un système politique qui ne fonctionne pas. Enfin si, il fonctionne, mais il fonctionne quoi? C'est un marché au bulletin de vote qui ne fait pas le tri des bonnes politiques, il fait le tri des individus qui sont les plus doués pour écraser les pieds de l'un et la face de l'autre pour prendre des places et conquérir des postes. Les gens qui sont les plus doués, comme François Hollande l'a parfaitement montré, que personne n'attend à l'arrivée comme président de la République et qui pourtant est un génie, car il a su mener sa vie et sa carrière de manière à arriver là. Bon, et après il fait quoi quand il est au pouvoir? Et donc nous sommes dans des systèmes politiques qui, en raison de la
personnalisation du pouvoir et de cette pression simplement de la compétition pour les postes est un système à faire fuir de la politique les gens qui font ça au nom du bien commun, de l'intérêt commun, à attirer ceux qui font ça soit pour s'en foutre plein les poches, soit pour avoir des postes et du pouvoir, et dans tout cela à trier pour savoir lesquels sont les plus doués ou pas, ceux qui sont les plus capables de gagner la compétition politique. Mais ça ne demande pas exactement les mêmes talents que ceux qui sont nécessaires pour sélectionner, en tout cas pour avoir des gens qui sont les plus doués pour l'intérêt général, qui sont les plus doués pour imaginer et mettre en œuvre des solutions politiques efficaces pour résoudre nos problèmes. Donc ce système politique est non démocratique, il est totalement inefficace, donc il faut effectivement en changer. Et qui peut en changer? Ce n'est pas un quelconque professeur d'université, ni même une assemblée et un colloque de professeurs d'université, aussi doués soient-ils, qui vont décider du système. Alors, parce qu'ils y ont beaucoup réfléchi pendant des décennies, ils peuvent apporter des éléments d'information et d'éclairage du débat, mais dans une communauté politique, c'est à la communauté des citoyens, donc à des assemblées, probablement tirées au sort, eh bien de mener ce débat pour définir de nouvelles règles du jeu politique. Jacques Généreux, donc je le précise, qui est le cofondateur du Parti de gauche. Citoyenneté et démocratie, le système des élections. Nous vous proposons un extrait du documentaire J'ai pas voté, avec Étienne Chouard, Yves Saint-Omer et Jacques Testard. Donc ce sont des images signées Moïse Couriflot et Morgan Zand. Désolé pour les noms écorchés. C'est assez extraordinaire. Ils se prennent complètement au jeu. Et je me souviens d'ailleurs d'une citoyenne qui, dans une de ses conférences, c'était en 2002 sur les changements climatiques, avait dit, on lui avait demandé pourquoi vous avez accepté, parce que là le tirage au sort, mais ensuite les gens peuvent se retirer en disant j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Bon. Mais elle a dit c'était extraordinaire. On m'a donné là l'occasion de parler. C'est la première fois de ma vie qu'on me donne l'occasion de parler avec l'espoir que je vais pouvoir changer les choses. Parce qu'il y a ça aussi. C'est pour ça qu'il faut qu'on en discute. Je veux dire, le tirage au sort, c'est bien, mais ça oblige des gens qui ne sont pas des professionnels à s'investir très fort, beaucoup plus que les professionnels souvent. Ce qui est intéressant dans ces expériences, c'est qu'on voit effectivement que les citoyens, quand on leur donne les conditions pour être bien informés, pour bien discuter, grosso modo, ils prennent la parole, ils sont contents de la prendre, et ils discutent de façon raisonnable, moins dans un intérêt corporatiste, mais plus dans le sens de l'intérêt général, et que cette expérience-là les reconnaît, ce qui est exceptionnel dans notre système, comme ayant un droit égal à la prise de parole, comme étant des citoyens à part entière. Je pense que, comme Jacques disait, la révolution pourra se passer par une insurrection, je ne sais pas encore, et peu importe la façon dont ça se passera, qu'elle soit violente, pacifique ou en douceur, mais de toute façon, il faudra avoir préparé le terrain avec une formation populaire pour que le tirage au sort réapparaisse dans même les consciences. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert en 2005, j'ai découvert le tirage au sort, et je me souviens bien que les premières lignes, pendant une demi-heure, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises, quoi? Et parce qu'il faut un temps pour s'apprivoiser, il faut un temps pour se désintoxiquer. Mais il faudrait que nous soyons des millions, des milliards, parce que ça ne concerne pas du tout que le pays. Hein. Si la démocratie arrive dans un pays, elle va se faire, on va lui faire la guerre. Les oligarchies vont lui faire la guerre. Il faut que ce soit mondial. Il me semble que cette mise en évidence de la centralité du tirage au sort par les philosophes à l'époque athénienne a bien été retenue par les classes possédantes, et que c'est ce qui explique qu'ensuite, ils aient bien fait attention à ce que plus jamais, non seulement on applique le tirage au sort, mais même à ce qu'on enseigne dans les écoles. Moi, je n'ai jamais entendu parler du tirage au sort dans l'école dite républicaine. On ne m'a jamais expliqué la centralité, l'importance. Se référer à des schémas historiques, c'est très important, il faut le faire, mais en même temps, on a une urgence de faire des choix. Et on ne peut plus simplement considérer les choses de façon un peu académique en disant il y a ça, il y a ça. Non, aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions. Or, les solutions ne nous sont pas apportées par ceux qui nous dirigent, visiblement, puisque tout continue. Il y a des vagues trucs placebo qu'on met, il y a des réunions internationales, il y a des... Bon, mais il ne se passe rien. Or, les choses évoluent à une vitesse beaucoup plus rapide que les conférences internationales qui sont supposées les régler. Donc, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Ces solutions, je pense, elles peuvent venir que de la base. Citoyenneté et démocratie, toujours avec le thème de la révolution citoyenne.
En Iran, j'ai pu m'entretenir avec Maria Poumier et Isabelle Preil. Donc Maria Poumier a vécu à Cuba, en Argentine. Elle a fait un documentaire sur les attentats de l'Amiens en Argentine. Isabelle Preil est une citoyenne belge engagée contre les discriminations et notamment en faveur des citoyens de confession musulmane. Et donc ensemble, nous avons abordé pendant 20 minutes, une demi-heure, le sujet de la révolution citoyenne et du rôle des citoyens dans notre époque très trouble. Donc tout de suite, quelques images, un extrait de cet entretien. Parfait. À ce moment-là, il faut évidemment occuper la rue, hein, occuper les bâtiments publics, les bâtiments symboliques, 2 ou 3 banques, quelques commissariats, quelques centres communautaires juifs, des choses comme ça. Hein. Tout à l'heure, tu disais qu'il faudrait s'organiser en lobby. Il y a eu une idée à un moment, hein, c'était de créer un groupe, une mouvance qui se serait appelée Anti-CRIF. Bon. Mais il y a des tas de mouvances qui peuvent s'organiser, mais qu'elles prennent brusquement, qu'elles s'emparent matériellement des choses, hein, et de là, il surgira des comités qui imposeront la réunion d'une assemblée constituante. Deuxième chose, il faudrait que dans la Constitution soit inscrite la complémentarité homme-femme, hein, puisqu'actuellement on tente de détruire complètement nos sociétés en disant que non, que tout ça, non, on peut brader, il ne se passera rien. Bon, c'est dramatique, hein, c'est très grave. Pour moi, ce sont les pertes de valeur qui sont l'élément déclencheur de toute cette mauvaise gestion politique et financière auquel on est confronté. La France a toujours été un pays porté sur les révolutions radicales. La France est un pays qui coupe la tête au roi quand le roi ne fait pas ce qu'il faut. Bon, mais c'est une qualité, hein, c'est un défaut aussi bien sûr, mais c'est une qualité. Nous voyons loin, nous aimons trancher, nous aimons les choses simples, claires et efficaces, qui vont très loin dans leurs conséquences. Et oui, maintenant j'aimerais évoquer le sort de Philippe Layat, cet agriculteur près de Lyon qui a vu ses terres squattées et réquisitionnées par ceux qui voulaient construire le stade de foot du Grand Lyon. Oui, c'est vraiment très très important. Et puis il fallait vraiment que l'autoroute passe sur ces terres, il ne pouvait pas passer juste à côté comme il le proposait. Vraiment. Donc j'en parle très mal. Allez, les images, elles sont signées d'un média paysan et de Agence Info Libre. J'espère que c'est une justice et que c'est un bon Dieu. Donc tous ces gens, ils seront punis. Il faudra qu'ils payent, de toute façon. Parce que moi, je n'endors pas la nuit, je ne mange pas. C'est un bien de famille, ça fait 400 ans qu'on a ça dans la famille. Moi, je fais ça par respect pour mes anciens. Ma maman qui faisait la semaine de 35 heures en 2 jours. Donc c'est pas du même acabit que ces gens-là qui veulent nous voler, nous rouler dans la farine. Je peux pas accepter l'inacceptable. Et ils le savent, de toute façon, je suis déterminé. J'irai jusqu'au bout et je suis prêt à y donner ma vie. Voilà ce que j'ai à vous dire maintenant. Et ils le sauront de partout. Parce que quand ils vont venir chez moi, là, ils vont commencer à comprendre. Ils vont tout de suite comprendre. Il faudra qu'ils me passent dessus, de toute façon. Ou qu'ils me mettent en prison. Et quel crime j'ai commis? J'ai commis un crime de posséder des terres. Est-ce que c'est de ma faute? Non. Alors faut arrêter, c'est eux les criminels. C'est eux qu'il faut arrêter. Voilà ce que j'ai à vous dire. Si on vient sur le cas Laya, ouais, oui. C'est quoi l'historique de Monsieur Laya avec son champ qui est aujourd'hui coupé en 2? Si on revient du passé. L'historique, c'est une famille dessinoise qui ont cette ferme ici sur le Montou depuis des centaines d'années. Et aujourd'hui, le Grand Lyon veut passer sur ces terrains, et c'est ce qu'ils ont fait quand même. Ils ont forcé le passage pour l'exproprier. Alors ils ont exproprié à peu près une vingtaine d'hectares ici et puis aussi sur Chassieux. Ils les exproprient et ils lui donnent 1 € le mètre carré. Sauf que derrière, ils se font une réserve foncière. Ils font une partie de route, une partie de réserve foncière pour demain faire de l'immobilier. Et en plus, juste à côté, à 50 mètres d'ici, il y a un autre tracé qui est possible. Mais par contre, c'est sur les terres de Dessines et c'est sur les terres du Grand Lyon. Et là, ils ne veulent pas y passer, ils veulent se les garder justement pour pouvoir construire demain dans une zone protégée qui est le vert. C'est un peu le cheval de Troie, quoi. C'est le stade, c'est le cheval de Troie, et derrière, tout le monde s'engouffre. Et ils engouffrent les routes. Et l'excuse est trop belle, quoi. On fait un stade, mais il faut faire les accès. Sauf que c'est pas vrai. Les accès ici, ils vont rien régler du tout. Ils vont rien régler. C'est pas en faisant 2 fois une voie pour aller à un stade de 60 000 personnes qu'on va régler les problèmes. On va amener tout le monde en bagnole. Il y a un tramway qui fait 3 wagons. On se fout de qui, quoi?
Regardez la sortie du RER à Paris après un spectacle ou un match au Stade de France. C'est pendant 1h30, deux RER, un métro plein, et tout autour, à 10 km autour du stade, c'est tout bouché. Et pourtant, les infrastructures de Paris, quoi, avec des 2 fois 6 voies, avec des RER, des métros et tout ça. Donc ici, c'est pas possible, quoi. Là, ils nous prennent en otage. Ils vont tuer nos villes, ils vont nous étouffer. Et ça, c'est clair. Eux, c'est une opération financière immobilière. Ils vont acheter des terres à 1 euro, qu'ils vont revendre à 40 pour leurs petits copains, qui vont les revendre derrière pour faire des immeubles ou des maisons à 300 ou 400. Ici, le terrain, il vaut 400 euros le mètre carré. Il vaut 400 euros le mètre carré. Sur le stade, il vaut 400 euros le mètre carré. Ils l'ont acheté 40. Les terrains constructibles avec un permis de construire. 40 euros, ils les ont achetés. C'est nos terrains. Là, il y a abus de biens sociaux, là. Il y a abus de biens sociaux. Et aujourd'hui, le terrain, il appartient encore à M. Laya, aujourd'hui? Aujourd'hui, les terrains, ils n'appartiennent plus à M. Laya. Il est exproprié, M. Laya. Il est exproprié. Il est exproprié. Et oui, quand on en voit ces images, on a vraiment envie de se révolter. Et bien justement, un volontaire, Jean-Patrick Bettini, a choisi d'aller voir les citoyens à Paris et de leur demander jusqu'où ils étaient prêts à aller pour se révolter, en tout cas pour montrer leur mécontentement. Un micro-trottoir que je vous propose de découvrir maintenant. Si j'étais mécontent, je pense que j'irais manifester. Je pense que aller dans la rue, c'est une idée, mais tout le monde le fait et ça ne fonctionne pas. Vous savez, tout le monde défile, tout le monde fait des manifestations. Non, je crois qu'il n'y a que les urnes qui peuvent parler. Je sais pas, déjà peut-être descendre dans la rue, ouais. Peut-être. Pour faire quoi? Pour protester, déjà manifester. Enfin, j'irai pas tout seul, sûrement pas tout seul, mais après, j'irai sûrement l'exprimer sur des murs ou des trucs comme ça. Je sais pas ce que je veux dire. Quand j'ai été mécontente, j'ai été manifester en général. La révolution. Si je suis mécontent, peut-être je montrerai. Mais comment? En parlant avec les gens, en parlant avec médias, tout ça. En méthode légale, manifestation. Manifester. Vivre d'une façon alternative, m'isoler, vivre, je sais pas, en reclus dans une campagne ou quelque chose comme ça. Mais sinon, après, par action, non, ça serait plutôt une action de repli sur moi-même. Si vous êtes mécontent, partir. Si la situation ne vous plaît pas en France, vaut mieux se mettre dans un coin et puis. Ouais, j'estime que je peux pas malheureusement le changer et qu'on est arrivé à une situation tellement ancrée dans des habitudes et dans un mode de fonctionnement que la seule solution c'est de partir. Voilà. C'est un peu optimiste ça, comme façon de voir les choses. C'est très dur, ouais, je suis désolé. Mais... Ah, le système. Eh bien justement, un des fondamentaux de ce système qu'on nous rabâche sans cesse, c'est la croissance, le dogme de la croissance. Il faut toujours plus de croissance. Eh bien, Marie-Monique Robin a fait un documentaire, Sacrée Croissance, qui bat en brèche ce dogme. Et nous avons eu la chance d'être invités à l'avant-première à Paris et d'écouter un petit peu Marie-Monique Robin présenter son documentaire. Image. C'est marrant ce que tu viens de dire parce qu'il y a quelques jours, il y a une journaliste qui m'a interviewé sur le film que vous allez voir et qui m'a demandé si j'avais changé mon fusil d'épaule en passant du journalisme de dénonciation au journalisme de proposition. J'ai fait une chose, je lui ai répondu en invoquant Albert Londres. Et je me suis dit aussi qu'Albert Londres, il aurait certainement décidé qu'il ne suffisait pas de décortiquer la machine parce que nous n'avions plus le temps seulement de dénoncer. Je pense que l'urgence dans laquelle nous sommes fait qu'un nouveau devoir incombe à ceux qui sont journalistes, à ce quatrième pouvoir qui est censé incarner la presse, celui de mettre en lien, de connecter tous ceux et toutes celles qui ont décidé qu'ils n'iraient pas, qu'ils ne suivraient pas Panurge dans le gouffre où voudrait nous entraîner le système économique actuel. Donc le film que vous allez voir, c'est vraiment un hommage à tous les lanceurs d'avenir. Je remercie David qui a trouvé cette expression magnifique. Et pour terminer, je voudrais, alors je suis obligée de prendre mon petit papier parce que je ne l'ai pas pris par cœur, vous citer un petit extrait d'un poète, je sais que je suis germaniste, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Goethe. Tout ce que tu peux faire, ou rêver de faire, tu peux l'entreprendre. L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie. J'évoque maintenant le sort de Rémi Fraisse, paix à son âme, donc militant écologiste tué par les forces de l'ordre. C'est une triste affaire, et donc nous avons relayé un article de Reporter, un site internet emmené notamment par Hervé Kempf,
qui fait du très bon travail et qui était là sur place pour recueillir les témoignages. Difficile transition, mais nous allons quand même parler d'écologie, cette fois-ci après les larmes, le rire. Donc retour vers la nature, tous les jeudis soirs à 22 h au Théâtre de la Main d'Or. Donc Joe Damas, très talentueux, un talent très prometteur puisqu'il s'agit de son premier spectacle et je vous engage vraiment à le découvrir. Chers internautes, bonsoir, nous sommes donc en compagnie de Joe Damas, bonsoir. Salut Raph. Donc tu viens de donner ton spectacle pour la première fois à la Main d'Or, donc le spectacle Retour vers la nature. C'est un spectacle qui a cartonné ce soir, je crois qu'on peut le dire, hein, le public était enthousiaste. C'est un spectacle qui parle de retour vers la nature, comme son nom l'indique, c'est-à-dire d'écologie, le concept c'est la décroissance. La décroissance, ouais. D'accord. Donc c'est un spectacle que tu écris depuis combien de temps? J'ai mis 2 ans à l'écrire, ça a été long. J'ai plusieurs fois cru qu'on n'irait jamais au bout, Ben aussi. Et là, on peut dire que ça existe maintenant. Et je veux que les gens, moi, le but de ce spectacle, en plus que les gens se marrent et tout, c'est que vraiment les gens ils ressortent en se disant putain c'est vrai quoi. Si je peux me permettre, moi ce que j'ai vraiment kiffé dans ton spectacle, c'est que c'est ni chiant ni une conférence et ni un spectacle où on rigole juste pour rien. Voilà, il y a un mélange des deux. Il y a des moments où on se marre, franche rigolade, et puis d'autres moments où effectivement il y a des petites phrases que tu sors comme ça qui sont très bien vues, notamment pourquoi acheter un truc qui dure un jour quand tu peux acheter un truc qui dure toujours. Je suis papier, j'ai jamais acheté un rasoir. Si ça coupe. Hier j'étais dans la voiture, j'avais chaud, j'ai fait une cabriolet sur la poutre. Et malgré ça, il y a un arabe, déjà, il vient dans mon salon, en plus, il me dit ouais, comme quoi qu'il préfère utiliser les machines de Sislam, Wilkinson, Fusion, Mark 3, je sais pas, usage unique. J'ai dit mais arabe, tu vas dépenser combien de l'emballage avec femme tout nu? Combien de l'essence? Combien d'euros? Sur toute une vie. J'ai dit comment on peut utiliser un truc qui dure un jour plutôt qu'un truc qui dure toujours? Il m'a dit c'est Bic. J'ai dit Bic, c'est une bonne idée pour les cons, sors de mon salon. Papy me disait toujours, quand tu ne sais pas ce qui pour toi c'était venir la meilleure, il faut que tu vas te tourner vers le Seigneur. Bob Marley. Joe Damas, tous les jeudis soirs à la Main d'Or, un spectacle qui s'appelle Retour vers la nature, que je vous engage vraiment à aller voir, qui est vraiment très drôle et dans lequel, encore une fois, on apprend plein de choses. Donc, sujet suivant, Islam et science, une conférence donnée à l'espace Maïmana par le professeur Guessoun, et donc, comme son nom l'indique, qui parle des rapports entre l'islam et la science. Quelques images tout de suite. Qui me dit qu'il était un philosophe, c'est le philosophe arabe, c'est le premier philosophe, le philosophe l'awwal et le philosophe des Arabes. Notre but doit être d'atteindre la vérité d'où qu'elle vienne, car rien n'est de plus haute priorité aux chercheurs de vérité que la vérité elle-même. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que ce n'est pas important d'où elle vient, ce n'est pas important quelle est la vérité elle-même, c'est-à-dire que je ne choisis pas d'où prendre la vérité, et je ne choisis pas que cette vérité elle ne me convient pas, donc je ne vais pas la prendre. Donc le but premier et principal, selon Al-Kindi, et ça c'est le 9e siècle déjà, il y a 1100 ans au moins, c'était la quête de la vérité. Celui qui s'habitue à croire sans preuve, s'est extirpé de son humanité naturelle. C'est-à-dire que vous ne devez jamais accepter une quelconque affirmation sans en exiger la preuve. L'induction, c'est lorsqu'on part des choses qui sont à un certain niveau et puis on va vers le haut, c'est du bas en haut, l'induction. La déduction, c'est quand on part d'un certain principe haut et ensuite on en tire des conclusions. Pendant très 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 longtemps, pendant des siècles, la méthode qu'utilisaient les philosophes et par extension les philosophes de la nature, c'est-à-dire les physiciens et les scientifiques, était la déduction. Et El-Biruni, qui écrit à Ibn Sina, qui était le monstre sacré de la science à l'époque, et après une certaine longue correspondance et échange, il lui dit « Mais en fait, je comprends maintenant quelle est la différence entre toi et moi. » C'est la première fois en histoire que quelqu'un fait cette distinction fondamentale. Ils disent « Vous raisonnez en tant que philosophe, c'est-à-dire que vous allez de haut en bas, vous adoptez la méthode déductionniste, c'est-à-dire que vous êtes aristotélicien. Et moi, je suis scientifique. » C'est la première fois, il n'utilise pas ce terme scientifique, mais il lui dit « Moi, je raisonne en tant que scientifique, je pars du terrain, je pars des faits et je vais vers les lois. » C'est-à-dire de bas en haut, je suis inductionniste, et vous, vous êtes déductionniste. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc après cet extrait d'une conférence donnée à l'espace Maïmana, je vous propose de découvrir un article Faux Antifa, vrai néocon, sorti chez Paul Agraté,
Poil à gratter, donc c'est un journal citoyen lancé par Sylvain Baron, un journal bordelais que je vous encourage vraiment à découvrir. Et dans cet article, de quoi on parle? Eh bien, on parle de ces faux antifas qui lancent des rumeurs sur Internet, qui colportent la pire calomnie qui soit digne des heures les plus sombres de l'histoire. Hein. Et ils n'arrêtent pas de manier ce vocabulaire, à nous de le manier. Et ce sont des corbeaux anonymes, bien sûr, qui salissent des mouvements comme le nôtre, ou des citoyens comme Étienne Chouard, et qui les traitent de fascistes, de négationnistes, de révisionnistes, d'antisémites. Bref, donc autant remettre un petit peu les pendules à l'heure, et c'est ce que tente de faire cet article. Donc cliquez, bande de citoyens, vous aurez compris. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à la préparer. Avant de nous laisser en musique, eh bien, je vous ai parlé de Poil à gratter. Je voudrais vous présenter quelques publications. Eh bien, la revue internationale et stratégique de Pascal Boniface, le numéro 70 été 2008, dont je vous ai parlé, sur la fameuse phrase « Raye Israël de la carte », donc vous aurez tout, même le verbatim en farsi, donc la langue iranienne, en persan. Voilà. Ici, Interdit de rire, donc le livre écrit par les avocats de Dieudonné, donc sorti aux éditions Xenia. Je suis un petit peu speed, mais on n'a plus beaucoup de temps. Donc il revient sur toute l'affaire, que vous ayez été pro-Dieudonné, anti-Dieudonné, ou que vous en battiez les steaks. Voilà, donc un livre qui va vous en apprendre beaucoup, et il est très facile à lire. Très très facile. Il faudrait que je lance peut-être moins fort, parce qu'avec le micro, vous allez avoir mal aux oreilles. Donc un livre sur les Yézidis, préfacé par Gilles Munier, donc, dont nous allons publier bientôt une interview assez longue. Donc les Yézidis, c'est ce peuple qui vient de subir pas un génocide, mais en tout cas des très fortes violences avec de nombreux morts de la part de l'État islamique. Et voilà, c'est un peuple méconnu qui n'est pas chrétien, qui n'est pas musulman, et qui serait d'origine masdéenne. Et je vous encourage vraiment à découvrir, c'est passionnant. Également, donc, un livre que nous n'avons pas encore lu au Cercle des Volontaires, mais incessamment sous peu, Debout, un livre écrit par Laurent Louis, qui présente un petit peu son parcours. Donc, selon certains, c'est un accident politique, cet homme. Pour d'autres, c'est un dissident, un vrai citoyen engagé en faveur de ses concitoyens. Donc voilà, je vous propose de le découvrir. En tout cas, je mentionne la sortie de ce livre. Et bien sûr, Kémy Séba, ça c'est vraiment le livre de la rentrée que je conseille de lire, Black Nihilisme. Donc il parle d'une notion qui s'appelle le pérennialisme, donc le retour un petit peu aux origines, aux sources, à la tradition primordiale pour être plus précis. Et donc nous comprenons mieux le nouveau paradigme de Kémy Séba, puisque Kémy Séba est un homme en évolution, un intellectuel moderne, panafricaniste, combattu par le système. Vous découvrez dans l'interview que nous avons obtenue en exclusivité. Et voilà, donc Black Nihilisme, sorti chez New African Cultures Édition. Et tout de suite, Ahmed Gashgashvi, donc l'Iranien, amateur de quenelle sauce iranienne, et amateur également de chant américain, même s'il se bat contre l'hégémonie américaine. Il n'en oublie pas la culture, et c'est également la culture qui rapproche les hommes. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pendant cette vidéo. Merci. Get out of the poncho, or let you down. She'd have a full and go flare, or let her jaw just frown. Cause the soda end before when began. The sun now you're blooded, and I knew one smile. So I took one smile, bartender right. Took a soda out into the night. It may be over, but I won't stop here. I am here for you, if you'd only care. You touch my heart, you touch my soul. You change my life, and I'm gonna love is brighter. And I knew when my heart was brighter by your kiss, your lips, and head. I shared your dreams, I shared a bed, and now you're bold. And now you're small, I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been one. You have been one for me. I'm a dreamer. Not about design of Slavia, I'm not a dreamer. Yeah. I'm a dreamer, but when I wait, it can break my burdens. It's my dreams to take. And as you move on, remember me, remember us, and how we used to be. I've seen her cry, I've seen her smile, I watched sleeping for a while. I've been the father of your child. I spend a lifetime with you, I know you're feeling, you know mine, and I love you. I swear that's true, I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been one. You have been one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so hollow. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so
lonesome sorrow. And the winner of Iranian Idol is... Et sans transition, on va bientôt terminer en musique, mais avant, je vais vous présenter quelques... mais où sont passés tous mes livres? Pourquoi ils sont là-bas? Et que fait la régie? Je vais en refaire la fin, hein, j'étais obligé.